Madame, Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau forum. Le 21e siècle, paraît-il, sera maritime. Le Togo est-il bien parti pour tirer meilleur profit de cette opportunité? Nous abordons dans le cadre de ce forum les enjeux, les opportunités, mais aussi les contraintes de l'économie bleue. Nous sommes avec Edem Kokou Tengue. Il est le ministre togolais de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Bokor. Merci de nous faire cet honneur de venir au studio. C'est à moi de vous dire merci et de remercier vos téléspectateurs qui nous regardent. De par le monde. Hein. Exactement. Merci, Monsieur Bokor. Vous êtes expert comptable de métier. Vous dirigez avant votre nomination Maersk Togo SA, qui est une société spécialisée dans le transport maritime de conteneurs, la livraison porte-à-porte, la livraison de l'interdent, le magasinage, mais aussi la gestion logistique et du transit douane. Après votre nomination, êtes-vous toujours à la tête de Maersk Sealand? Non, absolument. Non, j'ai démissionné parce que ça faisait conflit d'intérêts et parce que les Togolais avaient besoin d'être servis par des hommes et des femmes qui soient libres de toute contrainte. Eh bien, est-ce que ce n'est pas très risqué de laisser un poste comme la direction de Maersk SA pour un poste éphémère, un poste de ministre? Hein? En réalité, non. Et j'ai été d'ailleurs surpris par une certaine presse qui m'a critiqué de l'avoir fait. Je crois que si notre objectif à nous tous est le développement du Togo, eh bien, toutes les compétences doivent être fédérées pour cet objectif. Cette presse qui se réclamait être pour le développement n'aurait pas dû critiquer les hommes et les femmes qui ont choisi de se mettre au service de l'engagement fort que nous avons pu observer du président de la République pour le développement de notre très cher pays. Peut-être on l'a dit parce que vous êtes extrêmement jeune encore. Non, peut-être pas. Peut-être que j'ai des convictions et que tout engagement politique exige des convictions et que je crois aux pas qui sont faits dans le sens du développement du Togo. Et c'est pour ça, peut-être, pour ces convictions-là, qu'il faut rejoindre ce mouvement-là qui cherche à faire émerger notre pays. Nous sommes au temps de carême pour les chrétiens et le Christ l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Vous êtes jeune, vous héritez d'un ministère neuf. Il a été créé donc à votre entrée au gouvernement. C'est un grand honneur alors. Ah oui, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas personnellement. Et j'aimerais saisir l'occasion de votre émission pour remercier son Excellence le Président de la République, le Président fort extraordinaire Gnassingbé, le Premier ministre, Madame Victoire Domega-Doubé, pour avoir cru en moi et pour m'avoir placé au cœur de l'axe 1 du PND, qui est de faire du Togo un hub logistique et qui passe forcément par le maritime. On va aborder maintenant notre sujet même, l'économie maritime. Monsieur le ministre, quels sont les secteurs d'activité à inclure dans l'économie dite bleue, économie maritime, dans le contexte togolais? Alors, et je crois que l'économie maritime a été abordée par les lexiques d'économie politique. Je crois qu'il part d'un constat. C'est celui de remarquer qu'il y a une agglomération de population autour des ports maritimes et des territoires littoraux. Aujourd'hui, plus de 60% de la population vit à moins de 150 km d'un littoral, et ce qui était le cas, ce qui n'était pas le cas 100 ans, il y a un siècle. Alors 30% de la population mondiale vivait à moins de 150 km d'un littoral. Aujourd'hui, 60% de la population mondiale vit à moins de 150 km d'un littoral. Alors, première observation. Alors, deuxième observation, c'est que dans les ports arrive de l'énergie à moins de coût, des matières premières à moins de coût, des produits manufacturés. Et donc, autour des ports, s'est concentré, des ports et des territoires littoraux, s'est concentrée l'activité économique humaine.
Et je crois que le fait de reconnaître cela a permis aux économistes, en fait, de se dire qu'il fallait distinguer l'économie maritime de l'ensemble de l'économie. Alors, pour revenir à votre question, l'économie maritime regroupe l'ensemble des activités et des emplois liés à la mer. Alors, dans le contexte togolais, puisque c'est ce que vous semblez avoir demandé, nous avons les activités industrielles-portuaires, d'accord? Nous avons les activités industrielles-portuaires, nous avons les activités traditionnelles comme la pêche, nous avons de nouvelles activités comme l'exploration marine, et pour que toutes ces activités puissent permettre à dynamiser davantage notre économie, il faut justement protéger ce littoral qui fait partie aussi des attributions de mon ministère. Le champ est vaste, hein, le champ de l'économie bleue est très vaste. Et au Togo, sur quel secteur vous avez choisi de mettre l'accent, de concentrer vos efforts? Alors, plusieurs activités peuvent rentrer dans le cadre de l'économie bleue. Nous avons les activités industrielles-portuaires, comme je l'ai dit à l'instant, les activités industrielles-portuaires. Donc, nous avons les activités de plaisance, hein, de tourisme de plaisance, de tourisme balnéaire. Nous avons les activités de pêche. Vous n'êtes pas sans savoir que la pêche joue un grand rôle dans l'alimentation et dans l'économie de notre pays. Nous avons également les activités liées à l'exploration sous-marine. D'autres métiers doivent être développés, les métiers de l'éolien, des énergies renouvelables sous-marines, de la découverte de nouveaux gisements en mer. Toutes ces activités méritent un approfondissement auquel mon ministère devra s'atteler. Et donc, le rôle de mon ministère, c'est justement d'accélérer la contribution de ces secteurs à la richesse nationale, donc au PIB. Donc voilà ce à quoi nous allons nous atteler. Est-ce que vous n'avez pas un secteur particulier sur lequel vous voulez mettre l'accent? Est-ce que vous avez les moyens de vous attaquer à tous ces secteurs à la fois? Non, en fait, je n'ai pas cité beaucoup de secteurs parce que l'économie maritime, telle qu'il a été définie par les précis d'économie politique, est beaucoup plus vaste. Mais nous avons choisi les activités industrielles-portuaires, nous avons choisi le tourisme balnéaire et littoral, et nous avons aussi également choisi des activités beaucoup plus traditionnelles comme la pêche, et nous pensons que la protection de la côte fait partie en fait de la promotion de l'économie. Oui, si je voudrais m'arrêter un moment sur l'un de ces secteurs, la pêche par exemple, c'est une activité embryonnaire. Quand on va sur les côtes togolaises, l'activité de la pêche se pratique encore avec des navires qui datent de l'époque de Matoudzalem. Vous avez du boulot dans ce secteur-là. En fait, daté de l'époque de Matoudzalem, je saurais le dire et je ne saurais convenir avec vous là-dessus. Mais je pense que oui, nous avons une activité traditionnelle. Les populations qui vivent sur le littoral ont une activité traditionnelle de pêche à laquelle elles s'adonnent toujours. Mais le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République et l'autorité du Premier ministre, travaille justement à moderniser le secteur de la pêche dans notre pays. Donc je crois que ce n'est pas parce que nous voulons moderniser que nous allons empêcher nos concitoyens qui vivent et travaillent dans le secteur de la pêche de continuer leur activité. Je crois que les deux peuvent coexister dans une harmonie qu'il faudra... Qu'allez-vous faire? Vous allez commander des navires de pêche modernes à ces pêcheurs, ou vous allez concéder cette activité à un privé comme c'est la mode aujourd'hui? Oui, bon, ce n'est pas une mode, c'est la constatation juste que pour faire une activité marchande, il vaut mieux que ce soit des capitaux privés. Nous mettons ça à l'écart. Mais je pense que non, nous n'allons pas, il n'appartient pas à l'État de commander, de doter les pêcheurs et de bateaux pour pouvoir faire leur activité.
Mais nous allons permettre à tous ceux qui le souhaiteraient, dans le cadre de nos lois et de nos règlements, de pouvoir le faire. Parce que ces pêcheurs sont en forte concurrence aujourd'hui avec des bateaux de pêche de dernière génération qui viennent même piocher même dans les eaux territoriales parfois du Togo. Je crois que, suivant les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République et sous l'autorité du Premier ministre, l'activité des chalutiers, je crois que c'est à eux que vous voulez faire référence, sera surveillée dans le cadre justement de la promotion de la pêche au Togo. Cette activité devra rentrer dans un cadre réglementaire. Je crois qu'il l'est déjà, mais il sera surveillé davantage pour permettre à nos pêcheurs de tirer aussi, eux aussi, profit de l'activité que les hommes et les femmes qui s'adonnent à cette activité mènent. Je voudrais qu'on parle du littoral aussi, mais là, une question me vient parce que vous avez soulevé aussi les opportunités énergétiques qui se trouvent dans le domaine maritime. En ce qui concerne le Togo, est-ce qu'on a des ressources dans la mer? Je crois que la mer togolaise, je n'ai pas honte de l'avouer, n'est pas suffisamment explorée. Pour qu'on puisse parler de ressources, il faut qu'il puisse y avoir une exploration qui nous dise clairement ce que nous avons dans notre sous-sol marin. Et dans ce cadre, justement, nous sommes prêts à accompagner toutes ces sociétés sérieuses qui, suivant l'art et la manière, voudraient s'adonner à cette exploration pour pouvoir nous dire ce que nous avons dans notre fond marin. Cependant, il y a des choses qui se sont faites en matière d'exploration marine. De mémoire de journaliste, je me souviens qu'il y a eu des explorations dans le passé. Et même, il avait été annoncé que du pétrole avait été trouvé sur les côtes togolaises. Est-ce que vous avez senti l'odeur de ce pétrole Non, je crois qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, il n'y a pas d'exploration pétrolière. Il n'y a pas, en tout cas, d'exploitation, excusez-moi, pétrolière au large du Togo. Je le dis haut et fort. Il n'y a pas d'exploitation pétrolière au large du Togo. Mais nous devons... Parce que l'information vient parfois avec insistance. Non, je crois que c'est du fait d'une certaine désinformation de nos populations. Aujourd'hui, je le dis au fort, il n'y a pas d'exploitation pétrolière au large du Togo. Mais cependant, nous devons explorer davantage pour voir si effectivement nous avons des ressources marines qui peuvent être exploitées. Et en parlant de ressources, il peut y avoir du pétrole, mais il peut y avoir aussi d'autres ressources minières ou non minières qui peuvent davantage apporter de la prospérité à nos concitoyens. Donc je crois que c'est ce travail qui doit être fait. Il n'est pas forcément du ressort de l'État de faire ce travail en raison des dogmes ou en tout cas des paradigmes économiques existants. Mais nous sommes prêts à accompagner toute société voulant justement s'adonner à ce travail d'exploration et qui souhaite le faire dans le cadre des règles qui régissent l'utilisation du domaine public maritime au Togo. Oui, certains parlent de l'hypothèse que les côtes de la sous-région disposent du pétrole. La Côte d'Ivoire, par exemple, le Ghana en a découvert sur ses côtes. Et cela pense que logiquement, le prolongement de ces ressources énergétiques doivent venir du côté du Togo aussi. Oui, mais c'est une question de géologie. Et justement, je l'ai dit à l'instant, c'est pour cela qu'il nous faut accompagner les sociétés qui souhaitent investir dans cette exploration pétrolière et minière au large de nos côtes. Il nous faut les accompagner pour qu'elles puissent nous révéler ce qu'il y a aujourd'hui dans notre fond marin. Mais pour le moment, les différentes explorations qui se sont faites ne se sont pas forcément soldées par les résultats dont fait écho une certaine presse. Mais je suis d'avis avec vous qu'il faut approfondir ces recherches
pour voir si la mer peut apporter davantage de prospérité au Togo. Donc c'est une question de géologie et nous sommes prêts à étudier avec les sociétés qui désirent y investir les conditions dans lesquelles elles peuvent nous renseigner davantage sur notre fond marin. On aborde maintenant le tourisme littoral qui représente une valeur ajoutée importante dans l'économie bleue, dans le golfe de Guinée. Mais pour le moment, l'occupation du littoral, est-ce qu'elle n'est pas anarchique, plus ou moins? Oui, absolument. L'occupation du littoral, malheureusement, je suis obligé de le dire, c'est une occupation illégale et anarchique. Vous avez employé le mot. C'est parce que l'occupation du littoral dans notre pays obéit notamment à la loi de 2016 sur le code de la marine marchande, sur, je crois, qui dans ces articles, si ma mémoire est bonne, 16 et 18, donne des règles très précises en matière d'occupation du littoral. Et j'aimerais saisir l'occasion de votre plateau pour dire à nos concitoyens que l'occupation du littoral doit se faire suivant les lois et les règlements de notre pays. Et que ces règlements ont des dispositions particulières. Je crois qu'il faut s'adresser au ministre en charge de l'économie maritime et qui donnera l'autorisation après avis favorable de ses collègues de l'administration territoriale, de la sécurité, du tourisme, etc. Donc, je crois que nos concitoyens doivent se conformer à la loi. Et d'ailleurs, en la matière, j'aimerais insister pour dire que en 2016, effectivement, il y a eu un code de la marine marchande qui a régi la matière et dont je viens de citer les dispositions, mais seulement aussi insister pour dire en 2020, il y a eu les ministres en charge de l'urbanisme, des transports, de la sécurité, de l'administration territoriale, bien entendu, qui avait sorti le 30 août 2020 un communiqué interministériel pour dire qu'il faut, n'est-ce pas, respecter les règles en matière d'occupation du littoral et avait donné un moratoire de 6 mois à tous les occupants anarchiques et illégaux du littoral, leur demandant de bien vouloir ou soit se conformer aux dispositions et règlements en vigueur, ou soit de libérer le littoral. Je crois que c'est la question beaucoup plus de la libération du littoral qui avait été posée en ce moment à ces occupants du littoral. Mais force est de constater, à l'expiration de ce moratoire le 3 mars dernier, que le littoral n'a pas été libéré. Le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre et l'impulsion du chef de l'État, travaille à cela. Je crois qu'il y aura, dans le cadre d'un comité interministériel, des séances de sensibilisation pour encourager les départs volontaires du littoral. Et à l'issue de ces séances de sensibilisation, nous espérons que nos compatriotes nous comprendront et comprendront aussi que l'occupation du littoral doit obéir à certaines règles. Une fois que cette séance de sensibilisation sera faite et que nous constaterons que certains occupants illégaux du littoral refusent toujours d'entendre raison, eh bien, je crois que un déguerpissement sera organisé en tenant compte des lois et des règlements qui sont en vigueur dans notre pays. Mais justement, quelles sont les conditions de déguerpissement de ces occupants du littoral? Alors, il ne m'appartient pas de fixer ces conditions. Je crois qu'un comité interministériel sera créé à cet effet, regroupant les ministères de l'administration territoriale, bien sûr de l'économie maritime, de la sécurité et le ministère de l'urbanisme, pour voir les conditions de déguerpissement. Mais il faut que nos concitoyens comprennent que l'intérêt public doit toujours prévaloir sur l'intérêt privé et que l'intérêt public commande à ce qu'ils puissent quitter le littoral. Oui, certains de ces opérateurs ont fait des investissements et vous les avez laissés s'installer. Et donc, pour déguerpir, ça fait un manque à gagner pour ces opérateurs. Non, nous ne les avons pas laissés s'installer. Ils se sont installés de manière, c'est vous qui avez employé le mot, de manière anarchique.
et illégal. En complicité avec les pouvoirs publics, puisque Non, il vous revenait de les empêcher de s'installer. Non, on n'avait pas toujours l'information sur ces installations anarchiques et illégales, comme je viens de le dire, et qu'il faut que nos concitoyens sachent que le gouvernement togolais fait la promotion de l'investissement, fait la promotion de l'initiative privée, mais il faut que cet investissement et que cette initiative privée se fasse justement dans les règles de l'art, dans le respect des lois et des règles en vigueur dans notre pays. Et c'est justement là que je pense que certains des opérateurs qui se sont installés sur le littoral ont manqué de vigilance. Donc le gouvernement n'a aucunement et jamais encouragé les occupations anarchiques et illégales du littoral. Et il faut que nos compatriotes le Mais est-ce que ces opérateurs ne vous ont pas rendu service? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, certaines parties du littoral étaient des lieux de défécation plutôt. Donc si certains opérateurs se sont installés, c'est à bon escient. Pas forcément. Comme je le dis, l'intérêt public doit toujours prévaloir sur l'intérêt privé. Et l'intérêt public est consacré par les lois, justement, que le Togo adopte. Donc, il y a un code de la marine, marine marchande. Voilà, exactement. Alors, deuxièmement, c'est que je voudrais signaler, dans le cadre de notre émission de ce jour, que le Conseil des ministres a adopté la loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Et cette loi prévoit justement un schéma directeur en matière d'aménagement, de mise en valeur et du littoral. Et ce schéma directeur va venir préciser les vocations des différentes plages en fonction de ce que les experts nous auront dit en termes de relevé bathymétrique, etc. Et ce n'est que avec ce schéma directeur que nous pourrons dire que telle plage est dédiée au tourisme, telle autre est dédiée à la plaisance, telle autre est dédiée aux activités industrielles, telle autre est dédiée à la construction d'un nouveau port ou à l'extension du port, etc., etc. Donc, tant que ces travaux ne sont pas faits, je crois que les occupations actuelles du littoral empêchent en réalité la mise en place de ce schéma directeur-là. Et donc, il faut que nos concitoyens s'inscrivent dans ce cadre et qu'ils respectent les lois. Mais est-ce que vous êtes prêt à dérouler ce schéma directeur? Parce qu'il n'est pas question de faire le déguerpissement et de laisser encore la plage à la défécation. Non, je ne pense pas. Oui, ce schéma directeur, avant sa mise en œuvre et sa mise en place totale, doit faire la loi qui consacre ce schéma directeur doit faire l'objet d'une adoption par l'Assemblée nationale. Et je crois que dans les prochains jours, l'Assemblée nationale, en fonction de son agenda, va programmer l'adoption de cette loi. Donc, une fois que cette loi est adoptée, oui, nous sommes prêts à en parler avec nos concitoyens, à en faire le plus large écho possible pour que les concitoyens adhèrent justement à cette politique de protection, d'aménagement et de mise en valeur de notre littoral. Parce que vous le savez, le littoral est précieux et il faut qu'il soit mis en valeur de la meilleure des manières possibles. Donc nous sommes prêts, oui, à en parler. Je crois que déjà, même en attendant le vote de la loi par l'Assemblée nationale, des ateliers seront organisés pour justement associer les collectivités territoriales à l'adoption et à la mise en œuvre de ce schéma directeur d'aménagement du littoral. Donc le but, c'est de rendre le littoral plus attrayant et de développer plus d'activités économiques. Absolument. Le but, c'est de rendre le littoral plus attrayant, de développer plus d'activités économiques et de faire en sorte que la valeur ajoutée pour la richesse nationale, donc le PIB, soit beaucoup plus importante. Et comme je l'ai martelé depuis que vous avez commencé par poser des questions sur le littoral, il faut justement que nos concitoyens comprennent que ce littoral a une valeur inestimable, il fait partie du patrimoine commun et que l'intérêt public doit forcément prévaloir sur les intérêts privés. Oui, mais ce littoral qui est menacé par endroits par un phénomène qu'on a appelé érosion côtière. On va en parler dans la seconde partie de cette émission et surtout les mesures que vous mettez en place pour combattre ce phénomène. Mais monsieur le ministre, je voudrais qu'on aborde maintenant concrètement la contribution de ces activités de la mer, leur contribution à l'économie nationale.
Avez-vous une idée sur le chiffre d'affaires maritime? Alors, je crois qu'un des premiers chantiers et un des chantiers les plus urgents de notre ministère, qui, somme toute, est une première dans l'architecture institutionnelle de notre pays, est justement de définir les contours de cette économie maritime ou de cette économie bleue. Donc, nous y attelons. Mais cependant, nous avons des indications. Aujourd'hui, si vous prenez juste les contributions aux recettes de l'État, le bureau de l'Office togolais des recettes, basé au port, donc le bureau port, contribue à lui tout seul à plus de 60% des recettes de cet office. Donc nous voyons déjà que l'économie bleue, le littoral, est une richesse pour notre pays et constitue un grand pôle. Nous avons une concentration de population. Si nous définissons la zone littorale, je prends par exemple 100 km à partir du trait de côte, cette zone qui représente, je crois, moins de 30% de notre territoire national, concentre déjà pratiquement 50% de la population. Donc je crois que, oui, effectivement, l'économie maritime est importante dans notre pays. Nous allons, dans les prochains jours, sous l'autorité du Premier ministre et sous l'impulsion du chef de l'État, travailler justement à mieux dessiner les contours de cette économie maritime. Et je comprends votre question. C'est qu'il nous faudra, par exemple, préciser des questions comme quelle est la contribution de l'économie maritime à la richesse nationale, donc au PIB, quel est le nombre d'emplois créés dans le secteur maritime. Exactement. Exactement. Donc, je crois que ce travail se fera et nous en tiendrons les Togolaises et les Togolais informés. Oui, parce que c'est une faiblesse, de façon générale, l'économie des pays en voie de développement, pas de statistiques, pas de chiffres précis. Oui, bon, je crois que vous devez aussi reconnaître que c'est la première fois que ce ministère, comme je l'ai dit, existe dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Mais il y a plusieurs indications. Par exemple, notre commerce avec le monde extérieur. 80% de nos échanges avec l'extérieur passent justement par la mer. Et donc, cela doit pouvoir nous donner un certain nombre d'indications sur l'importance de l'économie bleue dans l'économie réelle. Mais je crois que c'est un travail qui se fera et que cela sera précisé dans les prochains jours. Donc, comme il n'y a pas de chiffres sur ce qui se fait concrètement, avez-vous une idée maintenant du potentiel, hein, parce qu'il y a ce que vous pouvez avoir et ce que vous avez du point de vue du potentiel. Non, je crois que je vous ai donné des chiffres. Hein. Je vous ai dit que notre commerce extérieur dépend à 80% Oui. donc, du port, donc de l'économie maritime. Je vous ai dit qu'en termes de mobilisation des recettes de l'État, nous sommes à plus de 60% au niveau du bureau des douanes au port. Je vous ai dit en termes de concentration humaine qui, ma foi, régit aussi l'activité économique. Nous sommes à un pourcentage très élevé dans notre pays. Et en fait, ce phénomène d'émergence de l'économie maritime n'est pas togolais. Et en réalité, plus de 2/3 de la population mondiale vit à moins de 150 km d'une côte. Et ce chiffre devrait aller s'accroissant. Alors qu'il y a un siècle, par exemple, en 1921, moins de 30% de la population mondiale vivait à moins de 30% d'une côte. Donc nous avons des chiffres, mais ce que je suis en train peut-être de vous expliquer, et peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre, c'est qu'il nous faut nous les affiner, il nous faut être beaucoup plus davantage précis, et au moment venu, nous le ferons. Alors, mais il est à reconnaître quand même que cette opportunité bleue maritime est sous-exploitée. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau vous êtes aujourd'hui par rapport au potentiel global? Alors, je crois qu'il n'est pas forcément sous-exploité dans le domaine portuaire pour sa taille
et pour sa population, le Togo est un grand pays. Mais dans le domaine de la pêche aussi, plusieurs efforts sont faits. Mais Et les autres effectivement, domaines, je concède l'aquaculture, avec par vous. exemple, la construction navale, ce sont des domaines Oui, encore bon, et non comme exploités. je vous le dis, le gouvernement est prêt à accompagner les opérateurs économiques qui souhaitent investir dans ces domaines, la construction navale, l'aquaculture, c'est déjà en train d'être fait, notamment sur le lac Nangbeto, mais effectivement, on peut aménager des zones sur le trait de côte pour le faire. Et quand nous parlons de littoral, ne vous y me prenez pas, ce n'est pas seulement le trait de côte, c'est les embouchures des fleuves, des lacs, qui débouche sur la mer. Donc, le pourtour, par exemple, du lac Togo, fait partie du domaine public maritime et fait partie du littoral. Et même chose pour le lac Mnangbeto. Donc, vous avez parlé d'aquaculture. Voilà un travail qui est en train d'être fait. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une production sur le lac Nangbeto qui est conséquente avec la ferme, notamment la ferme Lofty Farm et d'autres partenaires qui sont en train de s'y installer. Donc, je vois très optimiste. Hein. Oui, oui, d'abord, je le suis de nature, mais je pense que nous allons nous mettre à l'œuvre pour que le secteur maritime puisse davantage contribuer à la richesse nationale. Est-ce qu'il existe au Togo, je ne sais pas si vous y réfléchissez, ou c'est un document qui existe déjà, une stratégie nationale de promotion de l'économie maritime? Absolument. Le Togo, notre pays, dispose depuis 2016 d'une stratégie nationale sur l'économie maritime, d'une stratégie nationale de la promotion de la mer et du littoral. Et cette stratégie, celle qui concerne en tout cas l'économie maritime, la promotion de l'économie bleue, elle est définie en 5 axes. Je crois que le premier axe, c'est la réforme de la gouvernance maritime. C'est ce qui a été déjà amorcé avec la création de l'ONAM, de l'Organisme national de l'action de l'État en mer, avec la création du Haut Conseil pour la mer, de la préfecture maritime et des autres structures y afférentes. En fait, il y a un deuxième volet qui est lié justement à la promotion de l'économie bleue. Il y a un troisième volet lié, un troisième axe stratégique, comme on l'a appelé dans le document, qui est lié justement, le troisième axe stratégique. Il concerne la protection de l'environnement marin et de la côte. On a un quatrième axe qui, lui, se consacre beaucoup plus sur la question de la recherche marine et de sa diffusion, pardon, à travers la sensibilisation. Et enfin, un dernier axe, un cinquième axe qui est consacré à la construction justement d'un cadre de partenariat avec nos partenaires étrangers dans le domaine maritime. Je voudrais m'intéresser au premier axe, la gouvernance maritime en relation avec l'actualité. Vous le savez, la concession d'une partie de la manutention du port de Lomé au groupe Bolloré pour une durée de 35 ans défraie la chronique avec un procès en corruption intenté contre l'homme d'affaires français, Vincent Bolloré. D'abord, expliquez-nous quel est le domaine d'intervention du groupe Bolloré Logistique au port de Lomé. Que fait-il? Alors, je crois que je vais d'abord vous remercier pour votre sagesse. Et par ceux des nombreux commentateurs, vous êtes le premier à vouloir d'abord cerner le domaine d'intervention du groupe Bolloré au Togo. Alors, le groupe Bolloré s'occupe de la manutention portuaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour schématiser et peut-être pour simplifier, je crois que ce que le groupe Bolloré fait, c'est que quand les navires, les porte-conteneurs, puisqu'on a plusieurs types de bateaux, quand des porte-conteneurs arrivent à quai, le groupe Bolloré est l'une des sociétés, parce que le Bolloré n'est pas le seul, qui se charge de décharger les conteneurs des bateaux pour les mettre à quai. Donc là, nous sommes dans le cadre d'une opération d'importation. Lorsque nous serions dans le cadre d'une opération d'exportation, le groupe Bolloré sera donc ce groupe-là qui se chargera de prendre le conteneur à quai pour le mettre sur le navire. Donc voilà, et si je veux schématiser, l'activité principale du groupe Bolloré, qui est la manutention des conteneurs
au port de Lomé. Donc, vous avez laissé entendre que le groupe Bolloré n'est pas le seul à faire cette activité au port de Lomé. Il y a combien de sociétés qui font la manutention? Ce n'est pas moi qui le laisse entendre. En passant au port de Lomé, vous pouvez voir qu'il y a LCT, Lomé Container Terminal, qui fait exactement la même activité. La même activité. La même activité. Donc, le groupe Bolloré n'est pas le seul à le faire. Alors, sans rentrer dans une procédure judiciaire dans un pays étranger, j'aimerais quand même que nous nous attardions sur les résultats. Aujourd'hui, le port de Lomé est considéré comme le premier port à conteneurs de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons le plus grand nombre de volumes de conteneurs manutentionnés, avec près de 2 millions. Je crois que l'année passée, si mes souvenirs sont exacts, nous tournions autour de 1,7 million d'équivalents 20 pieds, c'est l'unité de mesure en la matière, qui sont manutentionnés au port de Lomé. Plus que le port de Tema, le port d'Abidjan? Plus que le port de Tema et le port d'Abidjan, si vous voyez la taille de notre pays. Donc le Togo est premier en Afrique de l'Ouest, 5e en Afrique, et Abidjan et Tema sont en train de faire des investissements, mais nous sommes les premiers de la classe et nous comptons y rester. Donc, je crois qu'il faut plutôt regarder quelle a été la conséquence de ces contrats de manutention. C'est de faire de notre pays le premier port à conteneurs de l'Afrique de l'Ouest et le 5e en Afrique. Et je crois que, sans m'immiscer dans une procédure judiciaire dans un pays étranger qui plus est un pays partenaire, je crois que nous devons plutôt saluer la clarté de la vision de ceux qui, justement, ont amené le port de Lomé à ses concessions. Et j'aimerais ici rendre hommage au président de la République, à son Excellence, le président Faure Essozina Gnassingbé, pour la clarté de sa vision, justement, parce que les résultats, moi je veux bien qu'on s'attarde beaucoup plus sur les résultats, plutôt que de vouloir s'immiscer dans des procédures judiciaires dans des pays étrangers. Les résultats sont là, et il parle pour lui, et je salue ici haut et fort la clarté de sa vision. Oui, mais donc, moi, je voudrais revenir sur l'activité même, la manutention. Donc, vous dites, elle est opérée par deux sociétés, donc deux entreprises au port autonome de Lomé, LCT et le groupe Bolloré. Comment c'est subdivisé? Chacun a une partie de la manutention. Comment c'est réparti? Non, je crois que les armateurs, quand vous prenez des sociétés comme Maersk, Peel, MSI, P&O n'existe plus, China Shipping, Costco, je crois qu'ils choisissent ou ils devront choisir le manutentionnaire auquel ils voudront confier justement la gestion de la manutention des conteneurs qui sont positionnés sur leur bateau. Donc c'est concurrentiel. C'est l'idée en tout cas, mais pour le moment, je crois que l'investissement de LCT est très récent et il y a plusieurs étapes à franchir pour que cela le devienne totalement. C'est ce que moi je pose la question. Si je suis, par exemple, un opérateur, j'ai du navire qui débarque au port de Lomé, je peux librement choisir Bolloré ou LCT pour faire la manutention, ou comment c'est réparti? Comment ça Alors, si je suis un opérateur qui débarque au port de Lomé, oui, il n'y a rien qui me l'interdise, mais il y a aujourd'hui les MSI, qui est un partenaire historique de LCT, parce qu'ils sont actionnaires dans le capital de LCT, qui l'utilisent exclusivement. Et je crois qu'avec les bateaux à opérer de MSI, LCT est tellement occupé que c'est difficile pour eux de prendre une ligne maritime autre que les lignes maritimes de MSI. Mais je crois que c'est des sujets qui auront des clarifications en temps voulu. Mais pourquoi LCT fait moins de bruit que le groupe Bolloré, par exemple? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, une répartition des parts de marché irait 45% à LCT. En tout cas, les parts de marché sur le volume qui est pour la consommation intérieure ou pour les pays de Interland,
45 à 46% et le reste à Bolloré. Et maintenant, si nous ajoutons ce que nous appelons, il est communément appelé les transbordements, LCT dépasse de loin Bolloré. Je crois que c'est une fixation de certains sur le groupe Bolloré et je pense que c'est bien dommage. Vous parlez de fixation, mais il y a quand même des éléments, quelques éléments sur lesquels on peut s'attarder, notamment les accusations de corruption portées contre le groupe Bolloré lors de la concession des travaux de manutention au port de Lomé. Avez-vous le sentiment, comme le pensent certains, que le port a été bradé à Bolloré? Non, je crois que j'ai attiré tout à l'heure l'attention sur les résultats qui ont fait, les résultats des concessions, des différentes concessions qui sont intervenues dans le domaine de la manutention et qui ont fait de notre pays le premier port à conteneurs de l'Afrique de l'Ouest devant des pays plus grands comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et même le Ghana. Donc vous vous attardez aux résultats. Je pense qu'il faut justifier les moyens. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il faut aussi regarder les résultats. Sur les accusations de braderie, je pense que les concessions portuaires, je crois que c'est une tendance mondiale, que les ports se concentrent donc sur le domanial, sur l'autorité portuaire, et que certaines activités qui sont des activités marchandes et qui relèvent de compétences spécifiques, soient confiées à des opérateurs dont c'est le cœur de métier de faire de la manutention. Au Ghana, donc ce n'est pas un phénomène togolais ni francophone, au Ghana, et le groupe Bolloré est présent aux côtés du groupe Maersk pour faire justement la manutention des conteneurs. Même chose en Côte d'Ivoire, même chose dans d'autres pays de la sous-région. Donc je crois que ces accusations-là, je crois que c'est un peu fantaisiste. Oui, mais qu'est-ce que le Togo gagne en concédant la manutention à une société étrangère? Quelle est la différence? Parce que le port de Lomé, à un moment donné, faisait la manutention lui-même. Oui, mais je crois que, comme je vous l'ai dit, c'est une tendance mondiale. Oui. Les plus grands ports du monde, si vous prenez les ports chinois, les ports de Singapour, le port de Rotterdam, ne sont pas eux-mêmes, en tant qu'État, donc en tant qu'entité publique, engagés dans la manutention des conteneurs. Tous les ports du monde ont concédé cette activité qui relève quand même d'un métier, un métier spécifique que nous ne savons pas forcément faire. Tous les ports du monde ont donc concédé cette activité-là à des groupes étrangers. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème togolais. Maintenant, ce que nous y gagnons, c'est que sur toutes les opérations, nous gagnons quelque chose. Et lorsque vous mentionnez les conteneurs, il y a quelque chose qui est réservé aux concédants. Donc, dans le cas de ces contrats de concession, il y a des rémunérations qui sont réservées aux concédants et qui sont versées à l'autorité portuaire du pays. Et ce que nous gagnons, c'est d'être un pays considéré comme efficace dans la manutention des conteneurs. Oui. Et donc, les bateaux viennent chez nous. Voilà. Déchargés, rechargés chez nous. Donc, cela nous permet quand même de tirer un revenu substantiel. Et cela nous permet aussi, pour tous ceux qui passent par le port de Lomé comme port de transit, d'engranger un certain nombre de revenus. Les transporteurs, ils trouvent leur compte, le lotière, il trouve son compte en termes de rémunération pour les frais de transit. Les transporteurs, ils trouvent leur compte et tous ceux qui travaillent dans l'enceinte de la zone portuaire, ils trouvent leur compte. Donc, je crois que c'est un dynamisme nouveau pour l'économie. Le bénéfice est indirect aussi. Oui, absolument. Et il faut en tenir compte. Et parce que, vous savez, dans le cadre de l'OCDE, l'une des exigences, ou en tout cas de ce qui est considéré comme l'attractivité d'un pays. La célérité de la manutention. Voilà, il y a tout cela. Et il y a aussi la connectivité de ce pays. Et aujourd'hui, par les opérations que nous faisons, notamment au terminal de LCT, le Togo est l'un des pays les plus connectés de la sous-région. MSI, qui est le deuxième, après Maersk, le deuxième armateur mondial, et MSI fait, en Afrique de l'Ouest, toutes ces opérations de transbordement au port de Lomé. Donc, c'est de Lomé, justement, que les navires, donc quand ils viennent, par exemple, de la Chine, tous les navires viennent d'abord à Lomé avant d'être avec ce qu'on appelle des Mada-Vessels, donc des navires mers qui sont beaucoup plus grands. Et tous les navires viennent d'abord à Lomé avec les conteneurs. Parce que et c'est de Lomé, je finis, et c'est de Lomé que
et ces conteneurs-là vont être transbordés, pour utiliser une expression technique, vont être transbordés de Lomé vers Tema, vers Abidjan, vers San Pedro, vers Cotonou et dans une certaine mesure vers des ports comme Apapa et Dakar. Mais concrètement, donc ça veut dire que Bolloré peut ne pas apporter directement des bénéfices à l'État, mais pas la célérité du travail. Ça peut rendre le port de Lomé plus attractif. Non, non seulement il apporte directement des bénéfices à l'État dans le cadre du contrat de concession. Ce n'est pas beaucoup. Je lisais des chiffres en préparant cette émission sur Internet. Je ne sais pas si c'est farfelu, mais on me parle de 250 millions sur les 35 ans, environ 7 millions par an. Non, je crois qu'il faut savoir raison garder. Hein. Ouais. Non, ce qu'on dit plutôt, c'est que l'investissement initial de Bolloré était dans ce ordre de 250 à 300 millions pour construire le quai. Alors, dans le cadre du contrat de concession, maintenant, il effectue ses activités et verse des revenus à l'autorité portuaire, donc au Togo, et toujours dans le cadre de ce contrat de concession, lorsque les revenus, une partie est versée au Togo et une partie est aussi prise par Bolloré pour pouvoir rémunérer ses investissements. Je crois qu'il faut savoir raison garder et ne pas rentrer dans des interprétations sur des contrats qu'on ne maîtrise pas, sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Donc, je crois que c'est ce que moi je retiens, en tout cas, de ces contrats de concession portuaire, c'est qu'ils nous ont permis d'être le premier port à conteneurs de la sous-région, et je continue ici par saluer la clarté de la vision de son Excellence le Président de la République. Peut-être la faute est à vous aussi. Est-ce que ce n'est pas à vous d'expliquer ce qui se fait, ce qui se passe quand vous vous taisez? Enfin, on a l'impression que vous voulez éviter les sujets. Non, non, je crois que ma démarche de ce jour participe à cela. Nous n'évitons rien. Nous n'avons pas de mort dans les placards. Nous n'avons rien à cacher. Donc non, nous ne cachons rien. Les téléspectateurs qui vous suivent, certains peuvent vous adresser des questions à travers les réseaux sociaux, par écrit, par WhatsApp et Twitter ou Facebook. Mais cela dans la seconde partie de cette émission, parce que là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la suite et la fin de New World Forum. À tout de suite.